fait, il y a eu des soulèvements de la part en fait, des Kurdes, mais il n'y a pas eu vraiment de conflit avec les forces d'Assad parce qu'ils sont retirés comme nous. Et ils étaient un peu encerclés en fait, dans pas mal de villes par les islamistes et l'armée libre syrienne. Ils sont retirés et les Kurdes ils ont commencé à contrôler en fait, la Rojava. Et puis ils ont créé en fait, une constitution, mais ils disent un contrat social qu'ils ont fait avec les peuples en fait, qui vivent en fait, la Rojava. Parce que comme Rojava, c'est pas une région très homogène, il y a des Kurdes, il y a des Arabes, il y a des Assyriaques, il y a des Assyro-Chaldéens, tout ça. Et ils ont créé en fait un contrat social et trois cantons. Et ils essaient de faire en fait une sorte d'autogestion, mais c'est plutôt en fait, c'est pas une autogestion euh, libertaire. Moi je dirais plutôt en fait, c'est comme un fédéralisme en fait à la Suisse. C'est plutôt ça. Parce qu'il y a trois cantons, chaque canton en fait a droit de choisir son drapeau et toutes les langues, par exemple à Kobané il y a trois langues parce qu'il y a des Arabes et des Assyriens je crois et puis des Kurdes et Kobané a trois langues officielles en fait. Et toutes les langues, tous les groupes linguistiques ou ethniques ou les religions en fait sont représentés dans les cantons. Et il y a ça et dans la constitution se base ben, justement sur un fédéralisme en fait qui reconnaît aussi et la Syrie en tant que pays tel qu'il est en fait. C'est-à-dire en fait ils ne remettent pas en question les frontières syriennes, tout ça, mais ils les reconnaissent. Et c'est un projet qu'ils veulent en fait élargir en Syrie dans un premier temps et puis dans la région. Par exemple en Turquie, les Kurdes ils essaient de faire la même chose, en Iran ils vont essayer de faire la même chose, même si ça va être un peu compliqué et différent. Et c'est le même modèle. Et dans la constitution ou le contrat social se base en fait par exemple sur la parité. Dans chaque canton en fait, les femmes sont représentées, je crois qu'avec un quota de 40%. Les hommes pareil, et 20% c'est neutre, ils laissent un peu libre des trucs. Mais l'égalité entre les hommes et femmes, c'est obligatoire dans les institutions. Et au niveau du peuple et de religion, c'est pareil, au niveau de croyances ou des confessions. Chaque confession, chaque religion doit représenter dans les institutions qui sont sur place. Parce que si à Kobané, par exemple, il y a des chrétiens, ben les chrétiens en fait, sont représentés dans les institutions du canton. Et si ailleurs, en fait, il y a d'autres croyances, et c'est pareil pour eux. En termes de peuple, les peuples aussi en fait, ils sont représentés dans les institutions en fait, des cantons. Et alors, il y a des assemblées populaires ou c'est des conseils de village qu'est-ce qui... En fait, il y a les assemblées populaires qui élisent, en fait, bah, disons que les comités qui sont représentés en fait, chaque fois par des différents peuples, de religions, tout ça, qui sont représentés en fait. Et c'est eux en fait qui gouvernent leur région. Ouais. Et normalement, c'est le peuple qui décide, c'est les assemblées populaires. Mais après, là où en fait, moi je ne vois pas très clairement, peut-être qu'il faut aller sur le terrain pour essayer de voir et discuter avec les gens qui militent là-bas, le lien, le rapport entre le parti et les assemblées populaires par exemple. Alors là-bas, le parti, c'est le PYD, hein, donc c'est la branche syrienne du PKK. Voilà. C'est le parti qui a constitué également les unités combattantes, là, les YPG et YPJ. Alors, il joue quand même un rôle leader, le parti là-bas. Et disons qu'en fait, oui, parce que ces trois organisations en fait, qui reconnaissent la lignée en fait, idéologique de Jalan et du PKK, essaient de créer en fait, une sorte de confédéralisme dans la région. Parce que dans les autres côtés, par exemple en Turquie, en Iran et en Irak, ils n'ont pas pu vraiment faire ça, alors qu'aujourd'hui, ils avaient quand même une occasion, en fait, les Kurdes de Syrie, pour essayer de mettre en place en fait, le confédéralisme démocratique ou l'autonomie démocratique conçue ou théorisée par Öcalan en, fait, en prison. Et ces trois organisations-là en fait, jouent un rôle bien sûr très important, en fait, dans la constitution en fait, du confédéralisme démocratique. Mais moi, là où je ne vois pas très clairement, c'est le rôle justement entre les organisations et l'Assemblée populaire. Par exemple, si les assemblées populaires prennent en fait, une décision à l'encontre de la ligne idéologique en fait, de ces organisations-là, je ne vois pas très bien en fait, comment elles réagiraient en fait, ces organisations. Ça, je ne vois pas très bien, je ne connais pas très bien.
Parce que j'ai entendu aussi des critiques comme quoi il y avait des censures, des choses comme ça vis-à-vis d'autres organisations politiques. Et il y a eu même des rapports pour dénoncer un peu la censure. Il y a eu un rapport de Human Rights Watch qui dénonçait effectivement la répression exercée par le PYD à l'encontre de partisans de Barzani, voilà, et donc du régime kurde irakien. Tout à fait. Il y a eu, moi aussi j'ai lu en fait un rapport comme ça, j'ai lu aussi d'autres critiques dans le même sens. Et justement pour ça, après il faut pas oublier le contexte en fait, comme il y a la guerre, tout ça, parce que ça pourrait être un prétexte pour dire qu'en fait il y a la guerre et du coup, voilà, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Mais sauf que le rapport, je crois qu'il a été publié avant les conflits. Et du coup, je crois qu'il y a des problèmes au niveau de... C'est parce que dans la Constitution, normalement, c'est reconnu la liberté d'expression et chacun peut créer en fait des organisations, des associations pour... ça, c'est la liberté d'expression évoquée dans la Constitution. Et la peine de mort a été abolie. Bien sûr, la peine de mort a été abolie, oui. Mais après, dans la pratique, et je crois qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Alors, on a parlé du confédéralisme démocratique. C'est un concept développé par Abdullah Öcalan et le PKK depuis quelques temps, depuis plusieurs années. Est-ce que tu penses qu'il y a une véritable évolution en fait, de la gauche kurde vers des idées autogestionnaires? Disons que dans les années 90, par exemple, le PKK était plutôt en fait, pour un Kurdistan socialiste et uni. Et bien sûr indépendants. Mais par la suite, en fait, ils ont commencé à abandonner cette idée, c'est-à-dire créer un État-nation, parce qu'eux-mêmes, ils critiquaient l'État-nation, et créer un État-nation en critiquant en fait, les États-nations sur place dans la région, tout ça, ça ne paraissait pas en fait, très rationnel pour Öcalan et le PKK. Au bout d'un moment, ils ont laissé en fait, cette idée de créer un État-nation socialiste, kurde et uni, et il a développé en fait le confédéralisme démocratique. Et l'idée en fait c'est de transformer, disons, les Kurdes en une entité. Il utilise toujours en fait le terme nation, mais il dit nation démocratique. Et pour lui en fait c'est pas l'État-nation, c'est différemment, en gardant des fois les frontières. Par exemple, aujourd'hui en Turquie, il n'est pas pour la création d'un État kurde, il est plutôt pour créer une autonomie démocratique et transformer d'abord la région, là où vivent les Kurdes, mais aussi la Turquie et la région, c'est-à-dire carrément tout Moyen-Orient. Et son idée de confédération démocratique ne vise pas seulement les Kurdes, parce que déjà au Kurdistan, en fait, il y a différents peuples, tout ça, il veut faire ça avec eux, créer une sorte de fédération, et puis des deux confédérations, ou une confédération d'abord, et puis des confédérations au niveau régional. Mais il essaie de développer en fait ça pour la région, pas seulement pour le Kurdistan ou pour la Turquie ou la région, tout ça. Et vu en fait ces genres de tentatives, moi je dirais autogestionnaires, bien sûr que c'est important, surtout dans la région, là où en fait les États-nations et où les mouvements islamistes en fait sont très 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 forts. Moi je pense que c'est une des modèles à laquelle en fait il faut s'accrocher, parce que c'est une modèle très progressiste, démocratique par rapport à vu en fait les régimes sur place et puis un peu le mouvement islamiste. Qu'aujourd'hui, il y a une évolution de la gauche kurde vers des idées autogestionnaires, sinon au sein du PKK, au moins, en tout cas, dans ces organisations satellites ou dans les organisations civiles qui sont connectées au PKK. Oui, en fait, il y a un truc vers des expériences autogestionnaires dans les marges du PKK. Quand le mouvement kurde en fait, est très large dans la région, pas seulement en Turquie. Par exemple, en Turquie, il y a HDP, le HDP.
c'est le Parti démocratique des peuples, qui regroupe en fait pas mal de l'organisation de l'extrême gauche, des syndicats, des féministes, des LGBTI, etc. Et eux, par exemple, ils essaient d'appliquer plus ou moins en fait, les idées autogestionnaires, créer des coopératifs, surtout au Kurdistan, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont essayé de créer des coopératifs autogestionnaires avec le peuple, tout ça. Mais en tant qu'organisation, le PKK est très 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 loin en fait, d'être une organisation autogestionnaire. Je pense que les mairies en fait, de DBP aujourd'hui, ou HDP, sont plus démocratiques en fait, que les autres mairies au niveau du fonctionnement, tout ça. Parce que je sais qu'en fait, par exemple, dans les mairies en fait, de DBP, les gens qui travaillent à la mairie, ils n'ont pas le droit de se marier avec deux femmes, c'est-à-dire faire la polygamie, par exemple. Ils sont syndiqués. Et il y a des trucs qui sont très importants. L'écologie ou l'environnement, tout ça, c'est très important pour eux. Ils essaient de faire, en fait, et créer des mairies populaires, comme ils disent. Mais est-ce que ces mairies-là sont autogestionnaires? À mon avis, ces mairies-là ne sont pas des mairies autogestionnaires. C'est-à-dire, c'est pas le peuple qui fait des assemblées générales, par exemple, pour contrôler les budgets, pour prendre des décisions concernant la vie, tout ça. C'est pas comme ça. C'est toujours la mairie, les gens qui travaillent à la mairie, et c'est eux qui prennent les décisions, tout ça. Ouais. Mais après, ce sont des mairies, moi je dirais pas autogestionnaires, mais des mairies démocratiques. Et est-ce que tu peux nous parler de la tentative qu'il y avait eu en 2009-2010 de faire une sorte de grand mouvement de désobéissance civile au Kurdistan avec des communes autonomes, quoi, en quelque sorte, sur le modèle zapatiste. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça et qu'est-ce que c'était et comment ça s'est terminé? Oui, c'était un système en fait, de double pouvoir qui voulait remettre en place, mettre en place en fait, le PKK, qui regroupait en fait, toutes les communautés, pas seulement kurdes, mais qui vivent en fait, au Kurdistan. Ce concept a été conçu pas en tant qu'un système illégal, mais un système carrément légal pour construire en fait, l'autonomie démocratique au Kurdistan, là où il y a les mairies kurdes. Et sauf que ça n'a pas bien marché parce que l'État turc a fait des opérations très très vastes contre les mairies. Et ils ont arrêté pas mal je crois qu'une trentaine de maires, des élus, des avocats, des étudiants. Et à un moment donné, il y avait plus de 10 000 personnes en, fait, en prison. Et du coup, il y a eu des mouvements en fait, très très forts pour contester un peu contre cette opération-là. Est-ce que tu peux nous brosser un petit panorama là, de la gauche kurde aujourd'hui, hein, Turquie, Syrie, Iran, Irak? Bah, c'est le système de KGK en fait, qui est l'Union des communautés du Kurdistan, c'est-à-dire en fait le PKK, hein, qui a des différentes organisations dans chaque partie en fait, du Kurdistan. Et du coup en Turquie, il y a le PKK, et aussi il y a les partis légaux en fait, autour du PKK, ou des associations, ou organisations. Et chaque fois, en fait, le PKK base sur, disons principalement, hein, c'est plus compliqué que ça, et la jeunesse, les femmes, hein, parce qu'il y a des organisations féministes ou féminines et non mixtes dans le PKK qui militent pour un peu la cause féminine, tout ça, ou les problèmes des femmes dans la région, et aussi la branche militaire. Et en Irak, c'est pareil, en Iran, c'est pareil, et en Syrie, c'est pareil. Toujours, il y a la jeunesse, les femmes, et puis l'armée et le parti. Le PKK joue un peu un rôle de parti dirigeant sur ce conglomérat. Et je pense que ce n'est pas si mécanique, parce que dans chaque parti, vu qu'il y a des organisations différentes, moi je pense qu'elles ont en fait, ces organisations-là une autonomie relative. Et par contre, toutes ces organisations en fait, reconnaissent Öcalan comme leur leader historique et le PKK comme en fait, l'organisation de référence. Ou voilà, c'est l'organisation sœur, on peut dire peut-être. Pour toi, aujourd'hui, finalement, qui est-ce qui donne la ligne politique dans ce conglomérat? C'est la direction du PKK, les organisations civiles, Abdullah Öcalan? Est-ce que c'est une dialectique complexe entre tout ça?
Qui est-ce qui donne la ligne? Moi, je pense qu'il y a une dialectique un peu complexe, mais Öcalan, en fait, c'est vrai qu'il a une influence énorme, que ce soit en fait sur le PKK ou sur le peuple kurde. Et ça, c'est indiscutable, en fait. Quand il y a un truc, disons que ça marche très bien. Il a une influence en tant que leader historique, mais aussi en tant que théoricien sur le mouvement kurde, mais aussi sur une partie de l'extrême gauche en Turquie. Parce que quand il intervient, il arrive à influencer quand même une partie de l'extrême gauche qui milite actuellement dans le HDP avec le PKK, tout ça. Mais après, dire en fait que Öcalan, il a une influence, certes, mais le peuple ou les organisations aussi en fait une autonomie. Eux aussi en fait ils essaient de faire quelque chose à leur manière, et ça c'est pris en compte en fait par le PKK ou Öcalan. C'est-à-dire pour moi en fait il y a un processus dialectique qui se complète plus ou moins, mais à la fin bien sûr c'est Öcalan qui prime en fait sur le mouvement, ça c'est clair. Qui a un rôle d'arbitrage, tu voudrais dire? Bien sûr, d'arbitrage au-delà de ça en fait, parce que dans le moment difficile c'est lui qui intervient pour dire comment il faut faire, et il est reconnu par le PKK, par le mouvement kurde et une partie de l'extrême gauche. Entre le PKK et les organisations proches comme le HDP ou le BDP, quels sont les types de relations? Des relations de courroie de transmission, ou est-ce que c'est des relations d'interdépendance et dialectique? Comment ça se passe? Quelle est l'autonomie relative? Comment ça se passe? Et en fait, le HDP, c'est pas comme le BDP avant. Parce que le BDP, c'est vrai que c'est une vision légale en fait, du PKK, ça c'est vrai. Et qui reconnaissait en fait, le PKK en tant qu'organisation principale qui mène en fait, la lutte depuis 30-40 ans, plus de 30 ans disons. Alors qu'aujourd'hui, avec le HDP, comme le HDP est composé de différentes partis politiques, organisations et aussi des syndicats, le HDP quand même a une autonomie relative. Quel type de soutien, d'après toi, quel type de soutien critique peuvent apporter les libertaires à la cause kurde aujourd'hui, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit les libertaires du Moyen-Orient ou les libertaires européens? Et je pense que les libertaires en fait, doivent s'organiser, pas par rapport au mouvement kurde ou à un autre mouvement, mais à partir de leurs principes qui seraient formés, en fait, moi je dirais, bien sûr qu'on a une histoire derrière, mais sur le terrain. C'est-à-dire prendre en compte en fait, la réalité du terrain et essayer de formuler ou de mettre en pratique les principes libertaires. Déjà ça. Et deuxièmement, vu le contexte, moi je dirais, c'est pas mon avis personnel, nous on a vu en fait que les anarchistes turcs par exemple, les anarchistes kurdes ils sont déjà sur le terrain, mais les anarchistes turcs aussi, ils sont partis rejoindre le combattant kurde, c'est pas pour faire la guerre, mais pour faire les boucliers humains et rester dans la région. Et je crois qu'une partie des anarchistes, ils sont toujours là-bas, sur place. Ils essaient de faire bouclier humain en frontière ou avec les combattants kurdes. C'est-à-dire qu'ils soutiennent en fait la cause kurde, parce qu'aujourd'hui, vu le contexte, le mouvement kurde en fait, dans la région, pour moi c'est le seul en fait, c'est la seule force progressiste et démocratique par rapport aux autres États ou mouvements au mouvement en fait, national ou islamiste. Et c'est pour ça que les anarchistes, que ce soit kurdes ou turcs, soutiennent le mouvement ou la cause kurde, surtout à la Rojava, et c'est pour ça qu'ils sont là-bas. Et en Europe aussi, en fait, les anarchistes, jusqu'à Alternative Libertaire, participent aux manifestations organisées par le Kurdes, tout ça. Mais à mon avis, d'autres anarchistes aussi devraient être solidaires avec le mouvement kurde vis-à-vis des États dictatoriaux dans la région, mais aussi le mouvement contre Daesh dans la région. Ça c'est clair. Et après au niveau théorique, les anarchistes, bien sûr, ils peuvent critiquer le mouvement kurde pour qu'en fait ils se dirigent carrément vers des expériences autogestionnaires, libertaires, tout ça. Ça, on a de toute façon, il faut le faire.
horten şoreşvan horten şoreşvan De parezin niştiman Natırsış kuçkeven hovan Em derhinin jaha kalan Biji rojava Biji rojava Jiboy te canime feda Erişen düşmen bunvala Erişen düşmen bunvala Kurnomala ve